va être mis en place sur 2015, ça va être d'ouvrir en fait sur Internet, au choix des Parisiens, tout un tas de propositions qu'on peut pouvoir mettre sur, voilà, on voudrait une piscine, on voudrait une rénovation du jardin, on voudrait un petit équipement. Et ensuite, de pouvoir faire des propositions opérationnelles de livraison d'équipement. Parce que l'une des difficultés qu'on va avoir sur le budget participatif, c'est qu'en fonction du projet, vous ne le livrez pas en 6 mois. Une crèche, ça prend 3 ans à construire, à Paris. Une piscine, ça peut prendre plus. Créer un jardin, ça prend au moins 2 ans. Donc, l'enjeu qu'on a pour répondre à cette demande, c'est de pouvoir mener des projets et calibrer des projets qui soient livrables dans des équipements dans un temps, on va dire, à peu près raisonnable. Il faut que dans les 6 mois, l'année qui suit, l'équipement, la demande qui a été votée puisse être livrée. Ça, c'est important parce qu'on n'est pas les premiers à faire ça en réalité, mais on est les premiers à le faire sur cette dimension. Et surtout, on va le faire tous les ans. Voilà, donc c'est l'une des modalités qu'on a pour essayer de rapprocher en fait, les dépenses d'investissement d'un mastodonte comme Paris de la vie de quartier en réalité et de la vie des usagers. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous aurons très certainement. Je vais laisser la parole maintenant à Serge Morvan. Serge Morvan qui est, je l'ai dit tout à l'heure, directeur général des collectivités locales. Vous avez aussi une autre casquette directeur de cabinet d'un ministre. Et il va nous dire peut-être comment il voit les choses. On a dit que les collectivités locales étaient en difficulté. Est-ce que c'est la faute de l'État? Est-ce que l'État et les collectivités locales ne sont pas dans le même bateau? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ça, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la question est difficile et en représentant ici, finalement, d'une certaine manière, la voix de l'État, c'est l'État qui propose un certain nombre d'évolutions des recettes, notamment des collectivités locales. Donc, évidemment, les décisions qui sont prises par l'État, évidemment l'État exécutif plus Parlement, pas uniquement le gouvernement, ont un impact très important sur les finances des collectivités locales. Alors, les collectivités locales sont régies évidemment par la libre administration, vous le savez toutes et tous. Et donc, à partir de ce moment-là, la difficulté est de déterminer comment arrive-t-on aujourd'hui à mettre en place un mode de gouvernance collectif de l'évolution des finances publiques de notre pays. Finances de l'État, des organismes de sécurité sociale, plus finances locales. Comment arrive-t-on à respecter la libre administration des collectivités locales, les libres choix des élus, et en même temps une évolution globale qui soit compatible avec l'état actuel de nos finances publiques et les engagements que nous avons pris, qu'ils soient internes ou externes. C'est une problématique relativement récente. On n'avait pas ce type de réflexion auparavant. C'est pas si... ça ne va pas de soi. Quand on le dit comme ça, on a l'impression que ça va de soi, mais non, ça ne va pas de soi. Et à partir de ce moment-là, le choix qui a été fait par ce gouvernement, et un peu par les gouvernements précédents, c'est de piloter finalement l'évolution de nos finances publiques un peu par la recette. Pilotage par la recette plutôt que par la dépense. Ce qui est là aussi un choix qui est discutable, mais c'est le choix qui a été fait. On considère qu'effectivement la dépense d'une certaine manière est libre et la recette l'est de manière moindre. Alors, que s'est-il passé? Dans un premier temps, en 2014, on décide, ça a été voté,
une baisse globale des concours financiers de l'État aux collectivités locales de 1,5 milliard. 1,5 milliard sur les budgets globaux des collectivités locales, c'est 250 milliards. Alors après, évidemment, commencer à discuter de savoir quelle est la rigidité de telle ou telle partie des budgets locaux. Ce qui fait que le 1,5 milliard, évidemment, pèse essentiellement sur les dépenses qui ne sont pas rigides, qui sont susceptibles d'être modifiées d'une année sur l'autre. D'où, évidemment, des effets qui portent sur les dépenses finalement les plus flexibles aujourd'hui, et ce sont souvent les dépenses d'investissement, même s'il n'y a pas que ces dépenses-là, évidemment, qui sont flexibles. Il y a aussi toutes les subventions qui existent, subventions de fonctionnement, comme d'investissement, certaines aux autres collectivités territoriales, d'autres aux associations. Et évidemment, c'est parfois une des questions d'incompréhension entre les collectivités locales et l'État, qui est de dire, vous nous dites que 1,5 milliard, par exemple, sur 250 milliards, c'est 0,76% des recettes, même pas, hein, 0,76% des recettes de fonctionnement en tout cas, et donc, c'est pas beaucoup, c'est vrai, 0,76%, mais sauf que si vous les prenez que sur les dépenses qui sont flexibles, évidemment, le pourcentage devient nettement plus élevé. Et à quel moment arrive-t-on à un pourcentage qui dépasse les capacités d'adaptation des budgets locaux? C'est une difficulté. On n'arrive pas actuellement à trouver un véritable accord, objectivement, entre les collectivités locales et l'État sur ce diagnostic et sur ces modalités. Alors, il y a des tas de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à cet accord-là, mais elles sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Après, c'est la négociation, la discussion et la confrontation des points de vue qui peuvent les faire s'améliorer. Sur les temps, 1,5 milliard, comme vous le savez, ça c'était en 2014. Et puis, en 2014, justement, on annonce 50 milliards d'euros d'économies. 50 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques, au départ, sur les dépenses publiques, pas sur les recettes, pas sur l'endettement, mais sur les dépenses publiques. Parce que là où c'est compliqué, c'est qu'on doit à la fois maîtriser l'évolution des dépenses totales, maîtriser l'évolution des prélèvements obligatoires au sein des recettes, et enfin maîtriser l'endettement. Les trois mis bout à bout, évidemment, font une chaîne de contraintes difficile à concilier. Puisque on se dit, tiens, si on a un problème, on va augmenter les impôts. Non, on ne peut pas. On va s'endetter. Non, on ne peut pas. On va dépenser moins, oui, mais alors les besoins de la population, etc. etc. Donc, ces 50 milliards d'euros d'économies correspondent aussi à des choix qui ont été faits, effectivement, en interne, en politique interne de la France, et aussi à nos engagements vis-à-vis de l'Union européenne pour tenir nos déficits publics, notamment l'évolution de nos dépenses publiques. Enfin, vous savez tout ça, il suffit de lire les journaux de la fin de la semaine dernière sur la note qui a été adressée par l'Union européenne à la France sur l'évolution de son budget 2015. Et d'ailleurs, moi j'en suis à ma 4e réunion avec les représentants de la Commission européenne, réunion où on passe le temps à répondre à leurs questions, où de toute manière on n'arrive pas à les convaincre que malgré tout les efforts d'économie qui sont faits par la France dans les budgets se traduiront réellement par des diminutions de dépenses publiques. Ni pour l'État, où l'Union européenne considère qu'une partie des économies de l'État sont liées finalement à une moindre dépense, pour le dire simplement, une évolution tangentielle ou des dépenses, une évolution finalement quasi automatique, spontanée, et les économies sont faites par rapport à ce niveau spontané d'évolution des dépenses et pas par rapport au niveau réel et absolu des dépenses.
Donc ils n'ont pas totalement confiance dans les 18 milliards d'euros qu'on a annoncé d'économie de 2014, enfin de 2015 à 2017 sur l'État. Ils n'ont pas confiance non plus aux économies qui seraient assurées par les collectivités locales, parce que quand ils nous disent vous faites 3,7 milliards, c'est 3,7 milliards par an, là, hein, à partir de 2015 jusqu'à 2017, c'est-à-dire 11 milliards sur 3 ans, hein, 3 milliards 670 exactement, ou 666, 66 si on voulait faire des mathématiques. Et en fait, et en réalité, vous n'aurez au mieux que 1,7 milliard d'économies sur les 3,7 milliards. Ce que pensent les experts de l'Union européenne, considérant qu'une partie de ces économies seront compensées soit par des hausses de fiscalité locale, soit par des endettements supplémentaires. Et donc nous, on essaie de leur démontrer que ces 11 milliards, ces 3,7 milliards sont de véritables économies en matière de dépenses locales et qu'on va effectivement diminuer la dépense locale. Et ils n'en sont pas persuadés. Et même, ils sont persuadés du contraire, en tout cas, du fait que l'économie réelle sera nettement inférieure. Bon. Même chose pour les organismes de sécurité sociale, du fait de la dépense sociale qui augmente sans que les recettes augmentent au même moment. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai brossé un tableau relativement sombre de la situation, parce qu'en même temps, on se dit qu'il faut faire ces économies, et en même temps, on se dit, déjà, on n'est pas sûr d'y arriver. Et ensuite, ce à quoi on va arriver, est-ce que c'est soutenable? La question est là. Est-ce que c'est soutenable pour les dépenses publiques de l'État, d'ailleurs? Est-ce que c'est soutenable pour les besoins de la population qui sont assurés par les collectivités locales? Est-ce qu'on va réussir à garder un niveau de service public suffisant ou pas, avec ces économies? Est-ce qu'on aurait dû le faire en étalant plus longuement les 11 milliards, non pas sur 3 ans, mais sur 5 ans, par exemple? Ou est-ce qu'il fallait faire, non pas 11 milliards, mais 9 milliards, 8 milliards, 7,5 milliards? Difficile hein, de déterminer cela. Les 11 milliards ont été calculés par rapport aux 50 milliards d'économies en proportion, on aurait pu prendre d'autres proportions, mais en proportion du montant total des dépenses des collectivités locales dans l'ensemble des dépenses publiques du pays. Alors, retraité avec le critère de Maastricht, ce qui fait qu'on soit plutôt à 11 milliards plutôt qu'à 10, sinon on serait à 10 si on n'avait pas retraité. On serait à 21, quelques pourcents alors qu'on est plutôt à 25. Donc voilà, voilà le calcul qui se fait. Alors, quelles sont les deux grandes difficultés que nous avons à traiter aujourd'hui sur ce montant qui, a priori, malgré un certain nombre de discussions, parfois franches et viriles, risque de ne pas diminuer, du moins pour l'année 2015, puisque chaque annualité budgétaire a sa logique. Donc pour l'année 2015, il paraît peu envisageable à ce stade que la baisse de 3,670 milliards d'euros prévue sur les concours financiers d'État aux collectivités locales soit modifiée d'ici la fin de l'adoption du projet de loi de finances pour 2015, qui est prévu dans les quelques semaines à venir. Nous étions au Sénat. Même si le Sénat a proposé des modifications, on pense que l'Assemblée nationale pourrait les rétablir. Ces 3,670 milliards d'euros de baisse de dotation. Donc, quels sont les deux gros sujets qui aujourd'hui nous touchent? Premièrement, de savoir comment on effectue la répartition de la baisse de la manière la plus équitable ou la plus efficace. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, ou la plus efficiente aussi. Comment on répartit cette baisse entre les diverses catégories de collectivités locales? Donc communales, d'un côté, départements, régions. Est-ce que à l'intérieur de ces catégories, il y a des collectivités qui sont évidemment plus fragiles que d'autres? Jusqu'à quel niveau peut-on assurer à ces collectivités fragiles des recettes ou des baisses moindres, ou des recettes en plus de la baisse, de telle manière qu'elles ne subissent pas de plein fouet des baisses qui les mettraient dans l'impossibilité d'assurer, d'exercer leurs compétences en 2015.
Première question, c'est ce qu'on appelle en règle générale la péréquation, que vous connaissez évidemment tous. Quel niveau de péréquation pour les communes, pour les départements, pour les régions, en contrepartie de la baisse un petit peu linéaire qu'on assure. 3,670 c'est 1,6% des recettes totales. Je ne vais pas refaire la même nuance que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est 1,6% des recettes totales. Évidemment, il faudrait voir en matière de dépenses combien ça fait par rapport à celles qui sont flexibles ou pas. Je ne vais pas y revenir, mais c'est la même question. C'est 1,6% des recettes totales. C'est à peu près 8% de la DG. Donc, première question, c'est celle-là. Alors évidemment, vous avez pas mal de collectivités qui nous disent, celles qui ne touchent pas les dotations de péréquation et qui subissent de plein fouet la baisse, après celle de 1,5 milliard l'année dernière, nous disent, ben oui, mais à un moment, la baisse que je fais, moi, que je suis obligé de faire, ne va plus être soutenable. Et finalement, vous êtes en train de me rendre plus pauvre, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un peu rapide, hein. Évidemment, la question n'est pas une question de pauvreté ou de richesse, mais aussi l'exercice des compétences en fonction des besoins de population, des charges. Plus que les autres qui, finalement, en bénéficiant de la péréquation, ne subissent pas la double peine que nous subissons. Premièrement, une baisse globale pour tout le monde, et deuxièmement, une baisse supplémentaire pour financer celles qui n'ont pas la possibilité de continuer. Alors évidemment, la question se pose après, très rapidement, de savoir, y a-t-il des collectivités moins vertueuses que d'autres? Est-ce qu'on considère qu'une bonne gestion doit être récompensée ou non? C'est une question qu'on a déjà depuis des années, mais qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui. Alors pour nous, État, et pour moi, directeur général des collectivités locales, je n'ai pas vocation ni envie de faire de donner des bons points de gestion ou pas de gestion. Je suis mal placé pour savoir ça. C'est au niveau local, évidemment, plus près du terrain, qu'on sait si la gestion est bonne ou non. C'est pas moi qui peut savoir de mon bureau parisien, tiens, vous êtes un bon gestionnaire, vous avez plus de 2. Ah, vous êtes un mauvais gestionnaire, vous avez moins de 2. Et le fait d'avoir une bonne évolution de ces finances ne veut pas dire qu'on les a bien gérées. Tout dépend évidemment des recettes, des charges, des politiques qu'on a menées, des besoins de la population qu'on a servi ou non. Alors évidemment, le principe de base est de considérer pour nous que tous les élus sont des bons gestionnaires. Et que s'ils sont mauvais, ben, tous les 6 ans, il y a des élections pour déterminer effectivement si oui ou non ils sont bons ou mauvais. Mais ce n'est pas à moi de le décider. Donc première question forte, hein. Quelle péréquation? Quel montant? Quel niveau? À qui? C'est vraiment une vraie question. La deuxième question, je vais m'arrêter. Je ne veux pas être trop long parce qu'évidemment, ça serait dommage. La deuxième question est de savoir comment assure-t-on un bon soutien à la croissance économique française via les investissements publics producteurs de croissance, et notamment sur les investissements publics, évidemment, ceux des collectivités territoriales qui représentent, alors tout dépend du mode de calcul, mais le chiffre le plus fréquemment utilisé, c'est celui de 70%, en gros, des investissements publics civils de l'État, enfin de la nation, 70%. Donc, évidemment, toute baisse des dotations de l'État, toute baisse des recettes des collectivités locales peut se traduire par, je le disais tout à l'heure, par un impact fort sur les dépenses les plus susceptibles d'être touchées, les plus flexibles au sens rapide du terme. Et donc, évidemment, ça veut dire que si les investissements des collectivités locales baissent très fortement, la croissance économique va en souffrir. Certains chiffres circulent, ils ont été calculés en fonction du PIB et de la corrélation entre le PIB et les dépenses d'investissement. C'est discutable parce qu'on sait bien que la croissance du PIB ne dépend pas que des investissements, c'est pas forcément une fonction linéaire. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans des débats de spécialistes. Simplement, on dit en gros qu'une baisse de 10% des investissements des collectivités locales pourrait se traduire par une moindre croissance de 0,2 points du PIB.
C'est le chiffre approché, certes, mais qu'on utilise de plus en plus. Donc évidemment, on dit 3,5 milliards. 3,5 milliards en proportion, 3,670 milliards, on dit 3,5 milliards pour faciliter le calcul. En proportion des 50 milliards en gros, de dépenses d'investissement des collectivités locales, on voit bien qu'on est un peu en dessous de 8%. Et ça veut dire que mathématiquement, si toute la baisse se portait intégralement sur les dépenses d'investissement, ça ferait moins 8% par an, à peu près. Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, pour faire des dépenses d'investissement, pour lancer ces dépenses d'investissement, il y a plusieurs facteurs qui contribuent. Le calcul, effectivement, comme le disait l'intervenant précédent, les conséquences en termes de fonctionnement. On calcule aussi le coût des emprunts. Bon, là, en ce moment, ils sont bas, mais demain, ce coût sera peut-être beaucoup plus élevé. Bon, on calcule également en fonction de la confiance que l'on a en l'avenir. On fait des dépenses d'investissement si on se dit qu'on va pouvoir les rembourser, etc., etc. Et si on a un peu peur des baisses à venir, on a moins envie d'en faire. Ce qui fait qu'on n'est plus à moins 8%, mais on est à beaucoup plus. Puisque finalement, on en fait moins. Et après, aujourd'hui, en 2014 et encore en 2015, on sait qu'on a l'effet des cycles électoraux. Lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé sur les années des élections depuis 1958, en gros, on a une moyenne de baisse des investissements du bloc communal de moins de 9% l'année des élections. Moins de 9,5. Bon, ça tombe bien, c'est ce qui s'est passé en 2014. Moins de 9% à peu près de baisse des investissements du bloc communal. Bon, ça tombe bien. Alors certains experts avaient anticipé moins. Mais nous, on avait calculé exactement le chiffre qui a été trouvé, par exemple, par la Banque Postale et l'AMF. Donc ça tombe bien. Mais donc, ce qui veut dire que normalement, l'année prochaine, c'est moins 4,5% à peu près de baisse des investissements du bloc communal. C'est la première année du mandat. Complète, c'est ce qu'on a calculé les années précédentes. Alors, il faut là-dedans faire, mais ça c'est à vous de le faire, en fonction de toutes les informations qu'on vient de vous donner, comment faire la part des choses entre ce qui apparaît dans la presse, de part et d'autre, et ce qui va se traduire réellement dans les faits, pourquoi ça va se traduire comme ça. Va-t-il y avoir effectivement des comportements qu'on n'anticipe pas aujourd'hui? Va-t-il y avoir au contraire des baisses beaucoup plus fortes des investissements? Le Premier ministre a essayé de répondre partiellement, certainement, à cette question en annonçant des mesures spécifiques pour l'investissement, notamment des communes les plus petites. 200 millions d'euros, par exemple, sur la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui va aux communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants. 100 millions d'euros, ça c'est les crédits État en plus. 100 millions d'euros de crédits État en plus sur l'aide aux maires bâtisseurs, dans les zones en tension. Et à partir du moment où on crée plus de logements que ce qu'on a créé les années précédentes en moyenne. Bon. Ça fait 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, évidemment, c'est pas énorme. Maintenant, il y a un effet levier dans l'autre sens. Je vous parlais tout à l'heure de l'effet levier négatif, qui consiste à dire on a de la crainte, donc on ne va pas investir. Et là, on peut avoir au contraire être un peu rassuré, on va un peu plus investir. Il y a un effet levier de ces chiffres dans un sens comme dans l'autre, qu'évidemment je ne maîtrise pas à ce stade. Malheureusement, on est parfois plus fort pour constater après que pour prévoir avant. Parce que c'est difficile de prévoir le comportement de 55 000, à peu près 50 000 donneurs d'ordre. Quand vous comptez les 36 000 communes, les 100 départements, les 26 régions, plus les 13 400 syndicats de communes, plus, etc. Donc, voilà, alors on est conscient, au sein de l'État. Alors, pour tout vous dire, j'ai été directeur général des services de conseils généraux, donc j'ai été aussi auprès des collectivités territoriales. Mais on est conscient au sein de l'État que
la marche est significative et que l'effort demandé aux collectivités locales est loin d'être anodin, ça c'est sûr. Qu'évidemment, on a des risques et que ces risques-là, il va falloir en continu les mesurer. C'est pour ça que le Premier ministre a annoncé au congrès de l'AMF, et je parle devant le président de la commission des finances de l'AMF, donc, entre autres choses, et donc a annoncé au congrès de l'AMF qu'on allait se voir avec l'AMF tous les 3 mois environ, avec tous les chiffres de l'État comme des collectivités territoriales, des associations d'élus, notamment l'AMF, pour déterminer quelle évolution il y a des principales données dont on vient de parler. Des consommations, des investissements, etc., pour voir si effectivement il faut prendre des mesures correctives rapidement, moins rapidement, ou au contraire se dire que c'est bien, en espérant aussi, et c'est ce qu'on espère, peut-être là sommes-nous naïfs, qu'un certain nombre des économies se porteront aussi sur des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas forcément obligatoires dans toutes les collectivités et sur lesquelles on peut encore jouer, même si les marges de manœuvre ne sont pas extraordinaires et qu'il faut du temps pour les mettre en œuvre. Eh bien, chaque voyage de 1000 km commence par un pas. Donc, commençons par ce pas-là. Voilà, très rapidement dit. Merci beaucoup, Serge, pour ce portrait très réaliste que tu nous as fait, comme d'habitude d'ailleurs. C'est vrai que le fait que tu étais autrefois dans la fonction publique locale et que tu connais aussi maintenant, depuis pas mal d'années, la fonction publique de l'État, fait que ton discours est souvent de ce type-là, un discours très lucide finalement. Tu as posé une question forte, c'est celle de la libre administration des collectivités territoriales. On est tous bien conscients de cela et qu'est-ce que cela va devenir. C'est une première question qui se pose à mon avis, qui est fondamentale. Et la deuxième, c'est que devant un portrait, tu as parlé tu as dit tout à l'heure, c'est un portrait assez sombre que je vous fais là. C'est vrai qu'on peut se demander si une dynamique ne va pas se créer. Il y avait eu, au début de la crise économique et de la crise des finances publiques, et là je parle de la fin des années 70, du début des années 80, un mouvement très fort, une dynamique très forte pour la décentralisation, pas seulement en France, dans le monde entier, enfin disons dans les pays développés, l'idée que les collectivités locales allaient nous sortir d'affaires et que la dynamique financière, la dynamique de la décentralisation financière allait nous faire sortir de la crise. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus sur ce qui s'est passé depuis, mais on peut être étonné qu'aujourd'hui, on ne considère pas les collectivités locales comme des éléments dynamiques pouvant nous sortir d'affaires. Alors, est-ce que c'est la réponse collectivité locale, et là je me tourne vers Phyllis Laurent pour nous le dire, est-ce que la dynamique des collectivités locales est la solution? Il y avait une phrase célèbre de Ronald Reagan en 81, dans son discours d'investiture, il avait dit l'État n'est plus la solution, l'État est le problème. Et toute une partie des pays de l'OCDE se sont décentralisés aussi à partir de là. On a considéré qu'il fallait rapprocher le citoyen du pouvoir et que finalement on allait se sortir d'affaires. Est-ce que les collectivités locales sont la solution? Philippe. Bon, merci Michel. D'abord, merci de cette invitation régulière aux conférences de Fondafip. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'y participe. On rencontre plein de gens connus. Écoutez, moi je voudrais peut-être faire un peu de philosophie, si vous me permettez. J'ai l'enseignement en plus, ça s'y prête pas mal. D'abord, dire que, mais ça a été dit d'ailleurs un peu par Serge, que les finances publiques, c'est quand même de la politique. Et que les choix qui sont faits en matière de finances publiques, ce sont des choix politiques. Et la situation de notre pays à cet égard, elle est ce qu'elle est. 57% du PIB en dépenses publiques, enfin en tout cas qu'on appelle dépenses publiques, que je préférerais appeler dépenses collectives d'ailleurs, mais peu importe, on utilise les expressions les plus usitées, c'est un choix politique qui a été fait il y a déjà très longtemps, à la Libération. Sur les 57% de ces dépenses publiques, il y en a 32% qui sont des dépenses à caractère social. Ça a été d'ailleurs souligné récemment. Je me suis d'ailleurs étonné en moi-même
qu'un grand journal économique du matin découvre que 32% du PIB, c'était les dépenses sociales. Bon, ouais, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me semblait à peu près clair pour tout le monde, parce que ça résulte d'un choix politique de mutualisation des risques sociaux, de mutualisation de la retraite, de mutualisation même de la politique familiale qui a été faite par notre pays il y a très longtemps. Cette situation ne résulte donc pas d'une quelconque dérive ou d'un laxisme particulier qui serait particulier à la France. C'est un choix politique. Et moi, je souhaiterais que les élus, surtout les élus nationaux d'ailleurs, le présentent aussi de cette façon-là, parce que si on veut changer les choses, il faut changer les choix politiques. Et il faut avoir donc le courage de le dire. Et si vous voulez avoir le même niveau de protection sociale dans d'autres pays que celui que nous avons en France, eh ben, il faudra aussi augmenter ce taux de dépenses, entre guillemets, publiques. 57 moins 32, c'est 25%. 25% pour l'éducation, pour les infrastructures, pour le soutien à la culture, etc. Bah, ça, c'est le même taux à peu près que dans les autres pays, notamment que dans les pays anglo-saxons. Donc la différence, elle est dans les dépenses sociales. Ça, c'est le premier point. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que il me semble que le débat qui consiste à faire porter la responsabilité de ces dépenses publiques soi-disant excessives à la fois sur l'État et sur les collectivités territoriales, c'est un débat biaisé, parce qu'on n'ose pas s'attaquer à la question. S'attaquer, quand je veux dire s'attaquer, ça ne veut pas dire les réduire, c'est-à-dire poser la question de la mutualisation des dépenses sociales. Ça, c'est le premier point, mais ça me paraît très très important dans le débat que nous avons. Et ça me paraît aussi important, Serge parlait tout à l'heure du rendez-vous que le Premier ministre a donné à l'Association des maires de France. KMF, ça veut dire Association des maires de France, hein, si vous avez échappé. C'est pas l'autorité des marchés financiers. Pardon. Oui, non mais il faut préciser. Oui, tu as raison. Enfin, il y a des endroits, parfois, on m'a envoyé un mail en me disant, mais écoute, je ne savais pas que tu avais un rôle aussi important à l'autorité des marchés financiers. Le secrétaire général, ça rapporte plus d'ailleurs certainement que l'association des maires de France. Et donc, c'est le sens aussi du rendez-vous qu'a donné le Premier ministre. Et moi, je me réjouis de ce rendez-vous. Hein, d'ailleurs, nous l'avons dit, nous nous réjouissons de ce rendez-vous parce que, naturellement, et Serge a eu raison de le dire tout à l'heure, bien sûr, c'est une responsabilité commune de l'ensemble des acteurs publics de notre pays que de piloter en commun cette situation. Mais pas la piloter en termes de gestion classique, la piloter en termes aussi de choix politique. Donc ça, premier point. Le deuxième point qui me paraît important de dire, c'est que si on va plus maintenant dans l'ensemble des dépenses publiques, moi j'avais eu l'occasion de dire il y a une dizaine d'années que la seule marge de manœuvre en matière de finances publiques qui pouvait exister dans notre pays, c'était la capacité d'autofinancement des collectivités locales. Parce que cette capacité d'autofinancement, elle est de l'ordre de 35 milliards, on va dire, aujourd'hui. Sur ces 35 milliards, on va dire qu'il y en a 12, enfin une douzaine, une quinzaine, disons maximum, qui est obligatoire parce que c'est en fait la capacité de remboursement de la dette des emprunts qui est donc obligatoire du fait que les collectivités territoriales sont soumises, comme vous le savez, à cet équilibre budgétaire qui fait qu'elles doivent financer par leurs ressources de fonctionnement le remboursement de la dette. Donc il reste 20 milliards. La marge de manœuvre des finances publiques, c'est les 20 milliards d'autofinancement net, on va dire, des collectivités territoriales françaises, parce qu'on peut, sans remettre en question, alors là je parle en macroéconomie, hein, c'est pas vrai dans le détail, hein, en micro, mais en macroéconomie, on peut remettre en question ces 20 milliards, en réalité, sans remettre en cause fondamentalement le modèle juridique du système. C'est ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer, naturellement, parce qu'à Bercy, ils sont pas sympas, mais ils sont pas bêtes. Donc ils ont fini par comprendre ce truc-là. Alors le comprendre, il avait compris, mais ils ont fini par convaincre, et c'est là où c'est dangereux, les politiques au plus haut niveau, que c'était la solution. Or, c'est pas la solution. Voilà. Et donc, cet autofinancement, cette réduction des ressources des collectivités locales, dont Serge Morvan a parlé, qu'est-ce que ça aura comme effet? Il y a trois solutions. C'est l'augmentation de la fiscalité locale. On ne le fera pas, ou de manière marginale. Pourquoi on ne le fera pas? Non, on ne le fera pas parce que, d'abord, la plupart des élus ont été élus ou réélus sur un message de stabilité fiscale. Bon, on a
naturellement, ils diront que oui, mais enfin, on n'avait pas prévu cette situation, etc. Mais globalement, il n'y aura pas une augmentation forte de la fiscalité, j'en suis absolument convaincu. Et puis on ne le fera pas non plus parce que nous avons aussi une fiscalité locale qui est devenue, au fil du temps, relativement obsolète, et notamment les valeurs locatives sur lesquelles sont basées les principales taxes locales, sur lesquelles il nous reste un peu de marge de manœuvre, en tout cas juridiquement, à savoir taxe d'habitation, enfin la taxe d'habitation et le foncier. Ce sont ces valeurs locatives, ces bases fiscales sont obsolètes, d'ailleurs à tel point que nous demandons, et on a engagé avec beaucoup de difficultés, mais en tout cas on a engagé un processus de révision de ces bases. Et donc augmenter des impôts qui sont déjà aujourd'hui considérés comme inéquitables, évidemment c'est assez compliqué et les élus, on le comprend, n'en ont pas envie. La deuxième possibilité, c'est de réduire les dépenses de fonctionnement. C'est extrêmement difficile de réduire les dépenses de fonctionnement, notamment dans les communes, qui sont les principaux, qui sont les budgets les plus importants globalement. Les communes et intercommunalités, le bloc communal. C'est extrêmement difficile parce que ce sont des services de proximité. Ce ne sont pas des dépenses d'administration au sens classique du terme, ce sont des dépenses de services rendus au quotidien. Ce sont des personnels dans des crèches, ce sont les personnels dans les écoles, c'est les centres de loisirs, c'est le soutien aux associations sportives et culturelles. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que c'est pas si simple que ça de baisser des subventions, parce que la plupart de ces subventions, et notamment dans les plus importantes, ce sont des frais eux-mêmes de personnel. Et oui, quand vous avez, moi j'ai une MJC assez importante à Sceaux, et bien entendu 80% des dépenses de la MJC, du budget de la MJC, ce sont des dépenses de personnel. Et donc par conséquent, avec les rigidités que l'on connaît en matière de dépenses de personnel, qui sont pas forcément tout à fait les mêmes, mais enfin qui ne sont pas forcément très éloignées toujours du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, et puis la baisse du fonctionnement, c'est du service rendu, et cette baisse se voit naturellement, elle est sensible politiquement, et elle est mal acceptée. Et puis, la dernière solution, c'est de baisser les investissements par le biais de la baisse de l'autofinancement. Et c'est ce qui va se produire. Moi, je suis pessimiste là-dessus. Je suis pessimiste parce que c'est à la fois le plus facile, et même, je vais vous dire, parce que c'est ça qui est dramatique, c'est même demandé et souhaité par une grande partie de la population aujourd'hui. Aujourd'hui, et pendant la campagne électorale, on l'a vu. Quand vous dites aux gens, bon, on va maintenir les crèches ouvertes, tout ça, on va dire, oui, ça, il faut le maintenir. Et puis, bon, écoutez, la rénovation du gymnase ou la réfection de la voirie, là, on va peut-être pas le faire tout de suite, on va essayer de décaler un peu. Ah oui, monsieur le maire, il ne faut pas faire ça. Vous avez raison, il ne faut pas trop dépenser. Et donc, par conséquent, il y aura une baisse des investissements, sans doute, enfin, à mon sens, beaucoup plus importante que celle que disait Serge, j'en suis convaincu. D'autant plus que les principaux investisseurs, ce sont encore toujours les communes. Et que ces communes, dans un certain nombre d'endroits, sont aidées, accompagnées dans l'investissement par les départements et par les régions, et que les départements et les régions, alors eux, leur marge de manœuvre, c'est de réduire justement les subventions aux communes. Et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs commencé à faire de manière importante. Donc par conséquent, vous voyez, vous avez tout un mouvement qui va conduire, à mon sens, à une diminution assez forte de l'investissement. D'ailleurs, les acteurs professionnels économiques s'en émeuvent. Ils savent très bien qu'ils auront... donc ils vont connaître, pour certaines branches professionnelles, au public notamment, le bâtiment aussi, une baisse d'activité qu'ils anticipent d'ores et déjà, et pour laquelle ils attirent aussi naturellement l'attention des pouvoirs publics. Et puis, je voudrais maintenant venir sur plus spécialement la question justement de l'investissement. Parce que pourquoi c'est important l'investissement? D'abord, la notion d'investissement, c'est quand même très relatif en matière de gestion publique. C'est très relatif. On a la conception, parce que c'est notre conception normative, comptable, bon, elle est scalée, on la connaît, elle a ses limites. On a une conception patrimoniale de l'investissement, c'est-à-dire qu'on considère comme investissement ce qui constitue un patrimoine, au sens patrimonial, dans les comptes de la collectivité locale. Mais est-ce que, par exemple, l'éducation, ça n'est pas aussi un investissement? Comment peut-on chiffrer, en matière de gestion publique, c'est d'ailleurs un sujet intéressant, cet investissement qui ne se traduit pas de manière comptable, normative,
par de l'investissement, par un actif. Comment peut-on donc évaluer ce patrimoine immatériel qui est un niveau d'éducation élevé dans un pays, hein, ou un niveau de développement culturel élevé? Comment on le chiffre? Ça n'existe pas, ça ne se chiffre pas, naturellement. Et donc, je veux dire, là, c'est une insuffisance méthodologique, hein, que nous avons et que nous soulignons souvent. Et puis, je veux aussi souligner un autre point, alors qui m'est particulièrement, sur lequel je veux un peu insister. D'ailleurs, on en a parlé, enfin, je l'ai évoqué rapidement lors du congrès des maires. Un autre point qui me paraît extrêmement grave, enfin, extrêmement handicapant, mais qui d'ailleurs ne concerne pas que la France. C'est que dans les critères de Maastricht, donc que ce soit le critère du fameux déficit ou le critère de la dette, hein, les 3%, les 60% du PIB, il y a une confusion qui a été faite. Je ne veux pas croire que c'est par ignorance le mécanisme économique basique que ça a été fait par celles et ceux qui ont mis en place ce système, peut-être que c'est ça d'ailleurs. Il y a donc une erreur manifeste qui a été faite, puisque en réalité on confond, dans la même eau propre d'ailleurs, un déficit de fonctionnement, ça veut dire donc des dépenses courantes qui ne sont pas, des dépenses qui ne sont pas patrimoniales et qui sont financées par des recettes courantes, donc un déficit, c'est-à-dire dépenses courantes supérieures à des recettes courantes, c'est le cas de l'État, c'est le cas de la sécurité sociale, avec le besoin de financement d'investissement. On confond. On est sur des notions de déficit budgétaire, on va dire. Comment dire? C'est-à-dire besoin de financement d'investissement et déficit d'exploitation, c'est confondu dans le même mot de déficit au sens Maastricht. Ça, c'est très ennuyeux, parce qu'on confond aussi, du même coup, le ratio de dette publique, quelle cette dette publique finance un déficit de fonctionnement ou un investissement, il est aussi confondu. Alors que, très franchement, il apparaît de bon sens de distinguer la dette qui a financé un investissement, qui plus est parfois d'ailleurs un investissement qui peut être productif de revenus. Il suffit qu'elle soit publique. Donc la dette qui a financé un investissement avec celle qui a financé un déficit de fonctionnement et qui est là plus problématique eu égard aux engagements d'avenir, naturellement. C'est vrai. Et donc cette confusion des deux, ça me paraît extrêmement ennuyeux, parce que en réalité, ça empêche et ça bloque par là même, que ça bloque le développement de la dette de fonctionnement, ça c'est bien, c'est normal, mais que ça bloque aussi le développement de la dette pour investissement, ça c'est beaucoup plus ennuyeux. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'on en est conscient, mais qu'on ne veut pas revenir sur les dogmes, puisque maintenant ces trucs-là sont devenus des dogmes, on ne veut pas revenir dessus, mais on en est conscient, puisque si j'ai bien compris les mécanismes, ce qui est annoncé dans le plan, ce qu'on appelle le fameux plan de relance des 300 et quelques milliards au niveau européen, enfin le plan d'investissement, hein, là-dessus, il y a une partie qui est financée par de la dette, qui est une dette qui ne rentre pas dans Maastricht, dans les critères Maastricht, parce qu'elle est contractée au niveau européen. Hein, nous sommes d'accord, j'ai bien compris, cher. Donc voilà. Donc ça veut bien dire qu'on a conscience que la dette pour investissement, elle doit être traitée d'une manière différente. Or, ça n'est pas fait. Et si c'était fait, on aurait des différences, à mon sens. Moi, je n'ai pas les moyens techniques et le temps de faire ce travail-là. Mais on aurait des différences probablement assez intéressantes. Par exemple, toute la dette des collectivités territoriales finance que de l'investissement. Parce que ça, c'est la règle d'or des collectivités locales, on ne peut pas faire autrement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette dette des collectivités territoriales, cet encours de dette représente, on va dire, 9% du PIB. Je crois que c'est ça, oui, 9% du PIB. Cette dette-là